Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Cotonou, sur l'émission Actu et Débat, nouvel exercice de décryptage de l'actualité, notamment des faits brûlants de l'actualité, avec en studio Jules Léandre Kitty, consultant média. Jules, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïkigi, bonsoir à tous. En face de vous, Nicolas Sopetin, il est journaliste. Nicolas, merci d'être là. Bonsoir Brice, bonsoir à toutes et à tous. Chers amis auditeurs, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons. Merci de vous installer. Alors, plusieurs sujets au chapitre de Actu et Débat de ce lundi. Nous allons démarrer par la toute première, celle relative au lancement par la Commission électorale nationale autonome du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin. La remise de ce rapport a eu récemment lieu en présence de représentants de partis politiques et partenaires techniques et financiers et des représentants de la société civile. Saka Lafia, le président de la Sénat. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a déployé une mission au fin de procéder au suivi et au contrôle de conformité de l'existence effective des partis politiques. Au cours de cette mission, les équipes de la Sénat, en collaboration avec la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ont parcouru le Bénin pour collecter des données relatives à l'existence effective des sièges de partis, au fonctionnement régulier des différentes instances statutaires, conformément au cadre légal régissant des partis politiques. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, et vous avez été promis qu'à l'issue de la dite mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. La Sénat tient à sa promesse. Par cet acte de remise du dit rapport, nous faisons non seulement acte de transparence, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent à vous, animateurs par excellence de la vie politique béninoise. Le président de la Commission électorale nationale autonome à l'instant, Saka Lafia, le directeur général des élections, revient ici sur les grandes lignes du rapport. Les grandes lignes du rapport s'articulent autour de 3 points, à savoir les constats relatifs à l'existence des sièges nationaux et départementaux des partis politiques, les observations relatives à l'existence des arrêtés préfectoraux, arrêtés dont la Sénat est ampliataire de par la loi, les observations relatives, les constats relatifs au fonctionnement des partis politiques que nous avons observés sur le terrain. De manière globale, cette mission visait à apprécier le niveau de conformité de l'existence fonctionnelle des partis politiques au regard de leurs statuts et règlements et des textes de la République. Quant aux objectifs spécifiques, ils se déclinent ainsi qu'il suit. Il nous a fallu vérifier l'effectivité du siège national et des bureaux départementaux de chaque parti politique régulièrement enregistré, en s'y rendant physiquement pour voir de quoi il s'agit. Abou Soulé, le directeur général des élections, les représentants des partis politiques présents ont apprécié, suivant respectivement Eugène Dossoumon du Bloc républicain, Soumano Toleba du FCDB, Yves-Patrick Djivo du Parti Les Démocrates et Orden Aladatin de l'UPR. Je voudrais remercier encore une fois la Sénat, surtout pour son approche pédagogique et son approche participative. Les partis sont intimement associés à tous les exercices qu'entreprend la Sénat. Au nom des membres de mon parti et de moi-même, ce que je vais souhaiter, c'est que c'est des personnes ressources importantes qu'on a à la Sénat et que je sais que la Sénat sait ce qu'il faut faire pour que les insuffisances, certaines insuffisances au niveau des partis politiques puissent être vraiment bannies, effacées. Je sais que vous allez nous accompagner. C'est intéressant ce que nous sommes venus voir ce matin, mais ce serait davantage intéressant si nous avons déjà pris connaissance du rapport qui nous sera distribué. Sans le rapport, il serait difficile de dire quoi que ce soit. Moi, je suis pressé d'avoir le rapport, de savoir quelles sont les insuffisances qui ont été remarquées au niveau des démocrates, et en ce moment, je pourrais réagir. Et cet exercice que vous venez de faire consolide donc la psychologie de nous, acteurs politiques et des Béninois, de ce que la marche inexorable vers 2026 s'amorce.
Nicolas, nous revenons en studio. Vous avez suivi cette actualité-là, actualité relative au lancement du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin. C'est un rapport de 2023, je crois bien. Quelles sont vos premières réactions suite à la publication de ce rapport? Moi, je pense que c'est un bon travail que la Sénat a effectué parce que ça permet à l'opinion publique et nationale et internationale de remarquer que les uns et les autres s'accrochent à se mettre au pas par rapport à la réforme du système partisan, qui voudrait que nous ayons de grands ensembles, de grandes formations politiques qui couvrent l'ensemble du territoire national. Et ce rapport est intéressant à plus d'un titre, dans la mesure où on est allé vérifier, où on a montré dans le rapport qu'il y a un certain nombre de partis qui ont pu satisfaire aux exigences de ce système, de la nouvelle loi sur les formations politiques, à savoir par exemple que chaque parti politique doit disposer son siège, d'abord le siège national et les différents sièges départementaux. Et donc, il y a dans le rapport, il a été indiqué qu'il y a 8 partis sur près de 16 partis que nous entendons par ici, qui ont régulièrement leur siège national et des sièges départementaux. Par contre, d'autres ont seulement le siège national et n'ont pas pu couvrir tout le Bénin. Ce qui est bien dommage parce que on aurait pu bien souhaiter que les partis qui ont pu obtenir leur existence légale, à savoir le certificat de conformité, qu'ils nous souviennent qu'en 2019, tous les problèmes que le Bénin a eu à connaître en termes d'élections, ça est parti de là. La plupart des partis n'avaient pas eu leur certificat de conformité, ce qui avait posé d'énormes problèmes, et on a évoqué donc cette élection exclusive qui a été organisée au Bénin et qui était une des rares fois où jamais le Bénin n'avait observé cela. Et donc si on en arrive, une des institutions qui joue un grand rôle dans l'organisation des élections en arrive à procéder à un tel travail qui fait le point donc des partis qui ont pu satisfaire à un certain nombre d'exigences, c'est heureux. Sauf que vous avez entendu certainement le représentant des démocrates qui reprochait en tout cas le fait qu'on n'a pas pu leur distribuer le rapport à temps pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on leur reproche, et puis à la présentation ils pourront véritablement apporter leur point de vue par rapport à ce travail effectué par la commission déployée par la Sénat. Je voudrais sincèrement remercier la Sénat pour ce travail, sauf que je ne sais pas si derrière tout ceci il y a, je ne sais pas, moi puisque s'il y a d'autres intentions qui se cachent. Comme quoi par exemple? Non, c'est la mission de la Sénat, non? Non, le président l'a signifié. Non, je suis totalement d'accord, parce que dans ce rapport, j'ai cru avoir lu, bon, c'est vrai qu'on a dit que pour bénéficier donc de qu'on appelle-t-on des financements publics du parti, il faut que les partis puissent satisfaire à l'exigence de comment appelle-t-on, de sièges dans tous les 12 départements du Bénin. Je crois que ça va être compliqué. Et pourquoi ça va être compliqué? Non, mais parce que voyez-vous, c'est peut-être à cela nous allons revenir à la réussite ou à l'échec du système partisan, si c'en est le cas, si on peut y arriver. Julien Kiti, les uns les autres s'attellent, Nicolas l'a rappelé, à se mettre au pas en ce qui concerne la réforme du système partisan, les institutions notamment, mais les partis politiques non. Non, je ne peux pas dire que les partis politiques ne jouent pas leur partition. Lorsque vous lisez la charte des partis politiques, le code électoral, tout ça, en tout cas tout l'arsenal juridique qui organise le système partisan désormais,
vous allez voir que ce qu'on attend des partis politiques, ce n'est pas que d'avoir des sièges dans les départements ou d'avoir le siège national. Des partis peuvent avoir le siège national, avoir les sièges dans les 12 départements, ne pas animer la vie publique, et politique, ne pas former les militants, ne pas former les citoyens au civisme et au militantisme, ne pas travailler à la paix. Un parti peut avoir tous les sièges et être un danger pour la cohésion sociopolitique. Je ne dis pas que c'est le cas des partis qui ont souscrit ou qui ont satisfait à ces exigences-là. Donc bref, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, donc qui permettent que c'est un package pour dire qu'on contribue ou on ne contribue pas au bon déroulement du processus d'aboutissement d'une bonne réforme du système partisan. Maintenant, avoir le siège national, avoir les sièges départementaux, c'est un critère important parce que c'est à partir du siège dans les régions et au plan national que le parti est animé. C'est-à-dire que on sait tout au moins que si on veut savoir que l'exigence de base, à savoir que le parti politique doit être représenté dans toutes les contrées du pays, si on veut le vérifier à l'échelle du département au moins, on estime que il faut qu'on ait une adresse fixe pour pouvoir localiser les bureaux de ces partis politiques-là, qu'on s'assure qu'il y a des permanences qui se font et que on puisse dire oui, ce parti est représenté dans ce département. Donc de ce point de vue, sur ce principe-là, on peut trouver que c'est bien. Cela méritait une mission de contrôle parce que lorsque vous éditez les règles, lorsque l'Assemblée nationale vote la charte des partis politiques, vote le code électoral, dans l'organisation des élections et dans le suivi entre deux élections de la vie des partis politiques, cette mission est dévolue à la Sénat. Et c'est pourquoi la Sénat a connu une mutation pour en arriver à un conseil électoral où vous avez le bras technique du conseil électoral qui est la direction générale des élections. Et vous avez au sein de la Sénat une direction qui s'occupe de la vie des partis politiques, ou du moins qui s'occupe de tout ce qui concerne spécifiquement les partis politiques. Donc j'estime que aucune structure mieux que la Sénat n'était placée pour faire ce contrôle-là. Ce qu'il faut simplement souhaiter, ou la nuance qu'il faut émettre, c'est que dans la méthodologie, dans le processus, je me pose quelques questions. Est-ce que on n'aurait pas, comme toute mission de contrôle, vu que nous sommes les partis politiques, c'est les espaces où on réclame le plus la démocratie, est-ce que on n'aurait pas mieux fait lorsqu'on a fini de faire ce rapport, de pondre ce rapport au niveau de la Sénat, en donner copie aux partis politiques pour leur donner la possibilité de donner leur avis, pas un avis qui s'impose à la Sénat, mais dit tout au moins, oui, ce que vous dites avoir constaté, nous sommes d'accord, ou que nous remettons en cause quelque chose. Si vous dites, vous venez sur le terrain, c'est les représentants de partis politiques que les représentants de la Sénat sont allés rencontrer. Oui, mais amont. Mais écoutez, lorsqu'on vous donne le rapport, nous sommes sur le terrain politique, Brice Bill a été dit. L'acteur politique, le premier facteur qui le caractérise, c'est le doute méthodique, pour faire même plus gentil. Sinon, c'est la suspicion. Même quand tu es un acteur institutionnel, l'acteur politique ne te fait pas totalement confiance. Les cadres qui sont envoyés sur le terrain, rencontrer beaucoup d'acteurs politiques, ils vont vous dire, ah non, nous on ne sait pas si eux là, ils ont restitué exactement ce qu'ils ont eu. On ne sait pas si, parce qu'ils sont venus voir notre siège le jour-là, et qu'il n'y avait pas suffisamment de chaises, ou il n'y avait pas une animation des gens, ou bien un secrétariat tenu par quelqu'un. On ne sait pas si à cause de ça, ils ont dit qu'on n'a pas de siège. Je ne remets pas en cause la pertinence du rapport de la Sénat. Je ne l'ai pas en face de moi. Et la Sénat, c'est une institution. Et ceux qui travaillent à la Sénat, c'est des gens compétents, on le sait. Donc, ça n'exclut pas que les partis politiques aussi aient le droit d'avoir ce rapport en amont. D'accord, quitte à ce qu'on fasse la cérémonie de remise officielle. La preuve, quand vous entendez le représentant des démocrates, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux aller au fond du rapport avant de pouvoir me prononcer. Parce que
il y a le discours du président de la Sénat, du directeur général des élections ne peut pas suffire pour savoir tout ce qui est dedans. Le contenu du voilà, rapport. donc de ce point de vue, il faut déjà se réjouir de ce que, tu vois, la moyenne, je pense que la cohorte sur laquelle la Sénat a travaillé, c'est autour de 13 partis politiques. Si sur 13, il y en a 8 qui ont pu, selon le rapport de la Sénat, respecter ces exigences. Les 5 autres qui restent, je ne suis pas sûr que ces 5 partis politiques-là n'ont pas respecté à 100% les prescriptions. Peut-être à 50%. Je pense que dans certains éléments, quelques bribes que j'ai eues quand même de ce rapport, il a été dit que certains partis qui ne sont pas en règle ont de sièges départementaux dans une dizaine de départements sur 12. Ce n'est pas la même chose que 0. Mais il y a des partis politiques desquels on a dit qu'ils n'ont aucun siège, ni siège national, ni siège départemental. Alors, j'ai entendu un chef de parti politique, je pense que c'est le professeur Toleba, qui a dit qu'il apprécie la dimension pédagogique de la chose. Je crois le secrétaire administratif permanent du bloc républicain aussi. À savoir que le fait de faire ce contrôle-là, cette mission, de rendre le rapport public et de le remettre officiellement aux partis politiques, ça amène les partis politiques à se dire, si nous ne sommes pas encore ou pas véritablement, il faut le faire, il faut faire des efforts, surtout que nous sommes en quelques encablures quand même d'élections 2026, d'élections générales qui sont des élections inédites. On n'a jamais organisé des élections couplées comme ça. Et je finis en disant que il faut donc aller dans cette dynamique de pédagogie avec les partis politiques et non dans l'optique de le taper dessus systématiquement. Je pense que la Sénat n'a pas cette vocation. Le ministère de l'Intérieur, par contre, est aux aguets en train de regarder ça, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui actualise la liste des partis politiques régulièrement en règle dans le pays. Ça veut dire que si jamais il était établi qu'il y a des partis politiques qui, en plus de ne pas avoir des sièges du tout, ne participe pas aux élections, parce que ça fait partie des... Je vous avais dit dès le début de mon intervention qu'il n'y a pas que la disponibilité de sièges. Un parti politique peut avoir tous les sièges si, par exemple, il ne participe pas aux élections à la vie politique successivement. Mais on peut retirer à ce parti politique son récépissé. Il peut donc cesser d'exister. En français facile, c'est de cela qu'il s'agit. Donc j'estime que c'est perfectible ce qui est en train d'être fait. Il faut que désormais davantage les rangs soient serrés entre les partis politiques et la Sénat, s'il y a d'autres missions, que les partis politiques aient le rapport en amont, non pas pour forcément le remettre en cause, mais c'est comme on fait les audits ou on fait les enquêtes des missions de contrôle sur des structures données. On dit, bon, on vous dépose le rapport, vous faites vos observations là-dessus. Maintenant, vous pouvez faire des observations et la Sénat, sur la base des éléments de preuve que la Sénat avait, les éléments matériels que la Sénat avait eu sur le terrain, la Sénat va dire non, c'est après un autre passage que vous êtes allé rafistoler les choses et ne pas prendre en compte cet aspect-là. Et ça fait que ça donne plus de crédibilité au rapport. Mais il ne manque pas de lettres. Le rapport qui a été présenté, c'est une avancée dans l'amélioration du dispositif de conduite de la réforme du système partisan. Est-ce que vous êtes demandé, Nicolas, pourquoi les partis politiques n'arrivent pas à se faire représenter sur l'ensemble du territoire national? Quelles sont les difficultés au sein de partis politiques pour qu'ils en arrivent là? Avant de revenir à cette question, je pense que ce que disait Monsieur Jules Kitty est tellement pertinent que ce travail de la Sénat, ma foi, était important parce que c'est quand même, dans la réforme, il y a quand même un financement public qui est adressé désormais aux partis politiques. Et je crois que ces financements devraient servir à quelque chose dans l'animation de la vie de la société au niveau des partis politiques. Mais ce n'est pas tous les partis politiques qui ont ce financement. Non, justement, ça fait partie des critères pour bénéficier justement de ce financement-là. Et si la Sénat en arrive à faire cette enquête, justement, c'est parce qu'on voudrait peut-être voir s'il y a d'autres partis en plus de ceux qui ont déjà satisfait à un certain nombre d'exigences et qu'on pourrait compléter pour compléter la liste, la liste de ceux-là. Maintenant,
peut-être que, puisque d'autres partis existent légalement, mais qui ne remplissent pas les critères, mais qui, pour eux, sont déjà dans les normes. Et il aura fallu peut-être ce rapport ou cette enquête de la Sénat pour leur établir un certain nombre de vérités, pour leur dire que oui, vous n'êtes pas encore prêts, vous n'êtes pas encore dans la liste, vous ne pourrez pas encore être dans la liste parce que vous ne respectez pas les conditions. Maintenant, pourquoi certains partis politiques n'ont pas pu avoir de siège parce que déjà, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut dire que la réussite du système partisan a encore du plomb dans l'aile. Parce que on voudrait avoir de grands ensembles, on voudrait avoir en sorte que qu'on n'ait plus des partis régionaux qui soient d'un certain nombre de localités seulement du pays. Et donc, avec le système, malgré cette réforme, il y a quand même des partis politiques qui sont encore dans cette loge-là. Et donc, résultat, ne pouvant pas avoir ou n'ayant pas de militants réels dans tous les comtés du pays, il leur sera difficile d'avoir même le siège, puisque quand vous avez le siège, il faut l'animer. Il faut l'animer, oui. Voilà, il faut des partisans qui pourront l'animer pour mener des activités. Malheureusement, il n'y en a pas. Et donc, ça pose problème. Ils ne peuvent pas avoir de siège à ce niveau-là. Mais moi, j'ai d'autres inquiétudes par rapport... La Sénat, je ne vous coupe pas, le président de la Sénat a dit que cet rapport de 2023, que les choses ont peut-être, avec le temps, évolué. Ah oui, ça c'est possible. Mais il y a quand même grand doute que la plupart des partis, ou en tout cas ces partis qui n'ont pas pu avoir des sièges, il y a grand doute que ces partis-là puissent avoir réellement leur siège partout. Parce que d'abord, au niveau des grands ensembles, eux-mêmes, c'était déjà pas facile. Quand vous citez les grands ensembles que nous avons au Bénin, à peine vous aurez 3 ou 4 au plus. Je veux parler de l'UP, l'UP, parce que dans le rapport, je n'ai pas pu lire l'UP, le renouveau. Et là encore, c'est un autre problème parce que j'avais pu comprendre que quand il y a eu cette refonte du PRD et de l'UP. Ça c'est un autre débat sur... Non, c'est parce que j'ai lu encore j'ai vu encore dans la liste des 8 partis le PRD, et quand je vois le PRD, je me dis, mais est-ce que c'est encore un parti qui existe? Parce que, entre-temps, je pense qu'il y a eu cette réforme. Non, mais ça peut se comprendre, si vous permettez. Ça peut se comprendre. Je vous donne l'exemple de l'UDBN, dirigé par Mme Claudine Afiavi-Prudencio, qui s'appelait encore UDBN au moment où la mission se faisait. Et donc, la Sénat a obligation d'inscrire UDBN. À la rigueur, si dans ceux qui ont travaillé la dimension littérature de ce rapport, à la rigueur, ils pourraient aller jusqu'à dire UDBN actuel RN. Justement, dans le rapport, on n'a pas mentionné comme ça. Non, ça, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit une obligation du point de vue juridique pour la Sénat. Non. Si au moment où la Sénat faisait la mission, si la Sénat est allée contrôler UP, Union progressiste. Si la Sénat est allée contrôler PRD, Parti du Renouveau démocratique, ce n'est pas possible que la Sénat, parce que entre-temps, n'étant plus sur le terrain, l'UP et le PRD se sont fondus pour devenir UP et UP le Renouveau. Ce n'est pas une obligation au plan juridique pour la Sénat, et même scientifiquement, en sciences sociales, ce n'est pas normal si la Sénat mettait le résultat de UPR, parce que le résultat obtenu par la Sénat sur le terrain, les constats, ce n'est pas constat relativement à UPR, c'est constat relatif à UP, relatif au PRD. Donc sur ce plan-là, c'est pas un problème. Il suffit qu'aujourd'hui, la preuve, ils ont dit, c'est un rapport de 2023. Ah ben qui est venu en septembre. Mais nous sommes en septembre 2024. Je peux concéder que vous souhaitiez, comme moi, je le souhaite aussi, que la technologie, les stratégies, la méthodologie du travail amènent, par exemple, nos institutions à faire des missions en un mois et à produire, rendre public les résultats le second mois. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait eu ce résultat-là, ou ce rapport-là rendu public et remis aux partis politiques en 2023, qu'on ne serait pas en train de dire ceci aujourd'hui. Mais là encore, je vais vous dire, sans m'en réjouir, bien sûr, je dis, ce n'est pas encore la catastrophe. Lorsque vous prenez, par exemple, les recensements au plan démographique qui se font, d'accord, même dans le monde entier,
les gens sont capables, tant que ils font un rapport, par exemple, qui date de 3 ans. Tant qu'un autre rapport n'est pas encore venu, on utilise les statistiques du dernier rapport en date. Mais il suffit de sourcer le rapport et de dater le rapport, de dire ça date de tel moment. Et que maintenant, les éléments peuvent avoir évolué. Maintenant, nous tous, pour l'image des partis politiques, en politique, la communication, c'est au premier rang des choses à faire. Si par exemple, entre-temps, vous ne savez pas si Renaissance nationale, après son congrès de décembre 2023, à aujourd'hui, s'est mis à tout ce qu'il faut et tout est au point. Et qu'on dise par exemple qu'il manque un seul siège départemental à ce parti aujourd'hui, si le parti l'avait déjà, écoutez, le parti ne serait pas d'accord. Tous ceux qui sont gestionnaires de l'image de ce parti ne seraient pas d'accord qu'il soit projeté dans l'opinion que Renaissance nationale n'est pas à 100% au pas. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont eu des fortunes plus graves que ça. Vous avez le parti dont le président est M. Guédou, j'oublie son prénom, GSR, je crois, mais je l'ai entendu sur une radio, une autre radio béninoise, où il disait, lui contestait qu'on les classait parmi les partis qui n'ont aucun siège. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais j'ai toujours adressé des courriers à la Sénat, qui m'a aussi adressé des courriers, et la Sénat a toujours vu sur les documents que le siège de mon parti se trouve à Zakota, quelque part. Aucune loi n'interdit, aucune loi n'impose la ville dans laquelle on doit mettre le siège national d'un parti politique. Alors, est-ce que c'est lui qui dit la vérité? Est-ce que c'est la Sénat qui ne dit pas la vérité? Ça revient à l'idée que si M. Guédou, on lui avait renvoyé ce rapport pour lui dire, monsieur, à telle date précise, nous avons demandé, avec les comptables, nous avons demandé à aller au siège national. Nous avons contacté des gens et vous n'avez pas pu nous prouver que le siège dont vous mettez, parce que là, ce que dit M. Guédou, lui aussi, ce qu'il dit aussi a des limites. Il suffit pas pour répliquer à la Sénat de dire que sur l'entête des papiers qu'on envoyait, c'était inscrit un siège social du parti. Vous pouvez inscrire un siège et on peut arriver là physiquement, ça peut ne pas exister. Il faut bien pouvoir dire à la Sénat si entre-temps, c'est des caterpillars qui sont venus nettoyer là pour tracer des voies. Donc, si c'est la Sénat, ce sont les émissaires de la Sénat qui n'ont pas été sur le terrain, qui n'ont pas voulu aller jusqu'à Zakota pour aller voir le siège national du parti GSR, il faut bien quelqu'un pour trancher. Maintenant, si c'est pas médias interposés que ça doit se faire, ça n'est pas bon pour l'image du pays. Mais moi, j'insiste pour dire encore, il faut qu'on se réjouisse de quelque chose. Vous dites que les partis politiques, c'est parce qu'ils n'ont pas, probablement, selon Nicolas, de militants. Non, le premier facteur, je pense, pour que un parti politique se fasse enregistrer aujourd'hui, d'accord, régulièrement au ministère de l'Intérieur, dans le contexte de la réforme du système partisan en cours, il faut 15 membres au moins fondateurs par commune. Par commune. 15 membres fondateurs. Oui. Ça veut dire que ces personnes-là ont donné leurs pièces et ont dit, je suis militant de tel parti politique, je suis militant de premier rang, membre fondateur. On sait comment ça se passe. Non, attendez. Si nous continuons à réfléchir comme ça en disant on sait ce qu'on a, ça veut dire ceux-là sont des majeurs. Ce ne sont pas des gens qui ont moins de 18 ans. Non, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des gens qui ont moins de 18 ans qu'on va chercher pour dire d'accepter être membre fondateur. Il se fait même, et ça vous pouvez le concéder, il se fait même que des gens qui ont entre-temps remis leurs pièces à un parti se retrouvaient déjà dans un autre parti. Non, il faut quand même que les partis en arrivent à si c'est le cas, comment est-ce que, alors, qui va finalement dans cette région où on a pris, excusez-moi l'expression, je m'excuse beaucoup, des plaisantins qui ont donné leurs pièces. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Et qui on en a vu ici, où ça a permis à la Sénat, ou que ça fait que la Sénat avait éliminé des partis. Non, là, ça, vous êtes. Non, je vous en prie. Des doublons qui sont. Je vous en prie. Permettez-moi de rectifier quelque chose. Vous êtes en train de faire une petite confusion à ce niveau. Vous êtes en train de confondre la notion de militant, de membre fondateur, de représentant de partis politiques dans les communes, dans les régions,
aux candidats que les partis politiques mettent sur les listes. Ce à quoi vous faites allusion, Oui. et qui a opposé la liste de Moël Bénin à la liste du PRD, Oui. c'est que au moment où on voulait faire les élections, il y a des gens qui ont accepté candidater, donc aller sur des listes de partis politiques, et la loi interdit que vous donniez votre dossier à un parti et que vous en donniez copie encore à un autre. Alors, en ce moment, l'évolution, attendez, vous êtes parti d'un postulat qui est péjoratif pour les partis politiques et qui, pour moi, n'est pas le premier facteur qui peut justifier que les partis politiques n'aient pas de sièges. Avoir un siège départemental et l'animer au quotidien pendant tout le temps que dure l'entre-deux élections, c'est beaucoup plus des questions de ressources financières et matérielles que des problèmes de militants. D'accord. Un parti maintenant. Donc, pour qu'on ne donne pas l'impression, parce que vous êtes allé jusqu'à dire qu'ils ont cherché des plaisantins. Non, c'est trop dit. Alors, celui qui a remis son dossier pour être membre fondateur d'un parti politique et qui entend se retrouve de l'autre côté. Quand il se retrouve de l'autre côté, je vais vous aider maintenant à trouver là où il faut utiliser un terme plus fort que plaisantin. Le plaisantin, c'est celui-là qui ne connaît pas le code électoral, qui ne connaît pas la charte des partis politiques et qui ne sait pas que lui-même peut se retrouver en prison en faisant ça. Maintenant, si lui, il a remis ses dossiers à un parti parce qu'il a adhéré à la philosophie, à l'idéologie de ce parti, et qu'il veut être membre fondateur là, si on va acheter sa conscience et qu'il va donner dossier pour être encore membre fondateur d'un parti qui naît après celui à qui il avait envoyé son dossier premièrement, eh bien, ceux-là qui le prennent comme membre fondateur, mais ont un minimum d'enquête à faire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux aussi. Maintenant, si c'est que lui n'a pas donné son dossier et qu'on est allé voler son dossier quelque part ou pour mettre son nom sur la liste de ce parti comme les 15 membres fondateurs, c'est lui qui porte plainte contre ce parti politique. Et au ministère de l'Intérieur, à cause de ça seulement, on n'acceptera pas le dossier. Parce que vous avez vu quelles péripéties les responsables des partis politiques font avant d'obtenir leur récépissé. Et maintenant, je finis en disant, la vie d'un parti politique, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. D'accord? C'est des hauts et des bas. Un parti politique tend à travaille à prendre de l'espace, de prendre de l'envergure, y compris dans les infrastructures, y compris dans l'administration du parti. Si vous lisez la charte des partis politiques aujourd'hui, on sépare même la dimension des représentants politiques sur le terrain de l'administration du parti. Vous avez l'administration centrale du parti, vous avez les représentations dans les départements, c'est au niveau des sièges que ça se fait. Ce qui peut amener jusqu'à ce qu'on recrute même des gens on peut même recruter des gens qui ne sont même pas militants, mais qui vont faire un travail technique là. Ce que la Sénat veut, c'est que si on veut s'adresser à ce parti politique dans l'espace départemental, on pourrait aller même jusqu'à l'espace de circonscription électorale et même de communes et d'arrondissements. Mais peut-être qu'on en arrivera là au niveau départemental. C'est pour dire, nous sommes dans la Sénat aussi a ses représentations. La HAC a ses représentations. Et quand on veut faire les élections, par exemple, si on ne vérifie pas ce genre de choses, quand sur le terrain, dans le feu de l'action, lors des élections, moi j'ai été dans des positions où j'ai vu combien de fois c'était nécessaire pour les gens au niveau de la Sénat, des institutions de la République, de la HAC, de savoir que les partis politiques ont des répondants au niveau départemental, au niveau circonscription électorale, commune, arrondissement, quartier de ville et village. Donc, c'est un souhait, c'est un idéal. Et pour vous prouver que c'est beaucoup plus une question de ressources financières, pour vous prouver que c'est beaucoup une question de ressources financières pour les partis politiques qui n'arrivent pas à en avoir, en tout cas à 75%, c'est que observez que les partis politiques qui bénéficient déjà du financement public aux partis politiques n'ont pas cette difficulté-là. À partir de là, par exemple, si c'est des sièges qui sont loués, ils peuvent payer ça tout le temps. D'accord? Il faut payer le personnel. Payer le personnel, parce qu'il faut avoir du personnel pour animer. Il faut organiser des formations. Donc maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas une excuse pour eux aussi. Parce que quand vous créez un parti politique, ça veut dire que vous avez les moyens de votre politique. Mais le financement public
il a été souhaité dans ce pays que peut-être on trouve des moyens, des conditions plus flexibles pour qu'il y ait une période transitoire. Qu'on ne demande pas simplement à ce que tous les partis politiques aient des élus à l'Assemblée nationale, des élus dans les communes, nécessairement avant d'accéder au financement public, parce que c'est ce qui est prévu. On va conclure sur le sujet. Voilà. Jules, on pourrait dire que la publication de ce rapport est un appel à la transparence et à la conformité. Et à l'amélioration. Je suis totalement d'accord, sauf que j'ai comme impression que la sociologie béninoise, on n'a pas voulu que changer une certaine mentalité du Béninois avant d'aller à ce système partisan qui, ma foi, a du plomb dans l'aile, parce que là encore, les partis politiques ont encore un travail remarquable à faire en termes de sensibilisation, et que, puisque, comme l'a dit Jules Kiti tout à l'heure, on n'a pas besoin d'attendre le financement public avant l'installation de son siège. Et si tel doit être le cas, c'est-à-dire que tel que c'est prévu par la loi, que vous ayez tous les sièges avant de faire, je vous rappelle, monsieur Kiti, il y a des gens qui auront été dans tel parti, dans beaucoup de zones, et sous l'influence d'un leader politique de leur zone, qu'ils aient déjà donné leur quitus, leur pièce à tel parti, mais qui se retrouve banalement de l'autre côté. Oui, c'est un autre problème. C'est pas problème qui a animé ce siège qui aurait pu être ouvert par le problème d'éducation de ce citoyen. Nous allons aborder le second sujet maintenant. Nous allons parler de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, décision liée au traitement de l'information sur le terrorisme. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a invité les professionnels des médias au respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement des informations sensibles relatives au terrorisme. C'est à travers un communiqué dont je vais inviter Blaise Sakla, il va y arriver, à nous rejouer ce communiqué pour nous raviver la mémoire. Ceci est un communiqué du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Compte tenu du caractère délicat de l'information liée à la sécurité, je rappelle à tous que, conformément à la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, en son article 36, les informations sensibles relatives au terrorisme dans une partie du septentrion de notre pays requièrent, ici comme ailleurs, pour leur traitement, doigté et circonspection. Elle ne saurait donc être livrée sous le joug de la recherche d'exclusivité ou autre. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité éthique et déontologique de tenir grand compte du point de vue professionnel des services compétents du commandement des forces de défense et de sécurité. J'en appelle au sens de responsabilité sociale de chacun et de tous, édicté à l'alinéa 3 de l'article 2 du Code de déontologie de la presse béninoise. Tout contrevenant sera désormais purement et simplement suspendu par mesure conservatoire. Cotonou, le 19 septembre 2024, signé Edouard Loco, président de la HAC. On revient en studio donc, Nicolas Sopetin, que comprenez-vous du message de la HAC, du président de la HAC? Avant de dire ce que je comprends, ou bien... Très rapidement. Oui, je voudrais quand même dire que... pour caricaturer un peu, avec ce communiqué, on a l'impression que l'Église, qui devrait être au centre de la population, du village est en train de glisser progressivement vers le bord du village. Déjà, progressivement. Parce que moi, je comprends à travers ce communiqué que on interdit aux hommes de la presse d'aller faire des investigations, d'aller chercher eux par eux-mêmes l'information auprès. Oui, parce que le communiqué dit qu'il faut se fier aux sources officielles. De ne se fier qu'aux sources officielles. Sources officielles, les informations données par la source officielle. Je veux parler, ça s'appelle l'état-major des armées. Le service compétent du commandement des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Défense ou encore le ministère de l'Intérieur. Voilà, on ne s'en tiendra qu'à ce que ceux-là nous auront fourni comme information sur le terrorisme au Bénin. C'est ce que je comprends. Et là, il y a un pan de la presse qu'on est en train de supprimer carrément.
à savoir l'investigation, aller sur le terrain, s'enquérir de ce qui s'est réellement passé et de rendre compte. Il se fait même que peut-être les autorités à divers niveaux n'ont pas pu avoir, n'ont pas eux-mêmes les réelles informations par rapport Nicolas, au terrorisme. Combien de journalistes, par exemple au nord sur le terrain, avant de publier qu'il y a eu tel nombre de morts, qu'il y a eu attentat à tel endroit? S'il vous plaît. Il y en a? Je vous assure, au Bénin, il y en a. Il y en a qui font le travail, mais et mieux. Et ça même si ça n'existait pas, je crois que ce communiqué n'encourage pas alors le journaliste à aller sur le terrain de l'investigation et aller faire des recherches. Est-ce que ce n'est pas pour éviter que ça aille dans tous les sens que la RAC est venue? Une chose est sûre, l'investigation est une étape importante pour le journaliste qui veut livrer l'information et d'ailleurs la vraie. Et mieux, quand on dit de ne se fier qu'à la source officielle ou qu'aux sources officielles, il se fait que rarement chez nous ici, on communique sur les attaques terroristes pour nous fournir réellement le nombre de morts, le nombre de blessés. Il dit qu'il y arrive des fois où les sources officielles sont muettes. On va écouter Juliandre qui dit sur la question. Juliandre, est-ce que ce n'est pas pour éviter que ça aille dans tous les sens que le président de la RAC a sorti ce communiqué? Je pense que ce communiqué, quand je l'ai lu et quand j'écoute le rendu que vous avez diffusé tout à l'heure, c'est à cheval entre la réglementation au plan déontologique et des mesures conservatoires liées au contexte particulier du terrorisme. C'est-à-dire que c'est comme il faut faire la différence entre l'information liée aux questions sécuritaires en temps ordinaire et l'information liée aux questions sécuritaires en temps de guerre, par exemple. Ça ne se traite pas de la même manière. Et le journaliste, il a également une responsabilité sociale, un rôle citoyen à jouer. À la limite, si les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain avec les armes pour faire face à l'ennemi, les journalistes avec leurs plumes, avec leurs micros et leurs caméras sont considérés également comme des soldats à un autre niveau pour défendre tout compte fait le pays contre l'ennemi. Je ne pense pas qu'il y ait un seul journaliste béninois qui ait pour vocation de donner des informations pour favoriser les terroristes, pour les aider à continuer à saper le moral des forces de défense et de sécurité nationale, pour les aider à continuer à donner l'impression que c'est eux qui prennent le dessus. Alors, cela ne veut pas dire non plus que je suis pour qu'on empêche dans l'absolu le journaliste qui veut fouiner son nez quelque part, qui veut investiguer ce qui est son droit de le faire. Mais lorsque vous touchez à ce genre de gens, moi j'ai fait pendant longtemps la presse écrite avant d'aller à l'audiovisuel. Je peux vous dire une chose, et ça je l'ai fait à une époque où l'effet que les réseaux sociaux ont aujourd'hui et qui recommandent qu'on écrive des papiers laconiques derrière son smartphone, ce qu'on appelait véritablement enquête journalistique, c'est un genre qui est complexe et quand vous le faites, puisque vous dérangez un certain nombre de choses ou que vous révélez des choses que d'autres personnes n'auraient pas aimé que vous révéliez, vous devez rassembler la batterie de preuves qui vous permettent, si vous êtes interpellé, de pouvoir vous défendre. Il se fait que la RAC, autorité de régulation du monde des médias, doit, au lieu de laisser les choses se faire pour sanctionner dur après, parce que quand on parle de mesures conservatoires, dans l'histoire de la RAC, dans notre pays, vraiment, il y a des confrères et des médias qui en ont gardé un goût très, très, très amer. Alors, moi, je préfère concéder ce communiqué. Je préfère offrir ma passivité bienveillante à ce communiqué que de soutenir une RAC qui va dire « Ah, mais liberté d'investiguer, liberté de diffuser les informations qu'on veut » pour que beaucoup de médias tombent sur le coup de la loi ou enfreignent
aux dispositions légales. Et lorsque on va suspendre des médias, nous allons tous crier qu'on a fermé des poches de liberté. Si les lois, ce qui arrive souvent, c'est quoi? Ce qui arrive souvent, c'est que même dans le rang des professionnels des médias que nous sommes, nous ne prenons pas beaucoup le temps de lire correctement les lois. Ça, je préfère tirer dans nos rangs comme ça. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais il y a beaucoup qui ne lisent pas suffisamment les lois. Les lois peuvent être bonnes ou mauvaises pour vous. Si ces lois-là ont été adoptées par la représentation nationale, sont passées par le contrôle de constitutionnalité et promulguées par le chef de l'État, ça rentre en vigueur et on vous l'applique. Imaginez par exemple que vous donniez un chiffre sur le nombre de morts suite à une attaque terroriste dans le Nord Bénin. Oui. C'est votre droit en tant que journaliste. Vous avez vos sources de la voix. Vous avez peut-être eu de contact avec, pourquoi pas, un policier sous anonymat qui vous a donné les... Sachez que le jour où on vous amène par exemple devant un tribunal pour dire, vous avez dit qu'il y a eu 10 morts, l'armée, l'état-major de l'armée dit, ou bien la direction générale de la police dit, c'est 5 morts. Et on estime que le fait d'avoir 10 morts a sapé le moral à la troupe, a déteint négativement sur l'image des forces de défense et de sécurité du Bénin. On vous fait un procès. Vous faites quoi? Vous dites, la source qui vous a informé, vous êtes obligé, même si on vous met le couteau à la gorge au tribunal, de ne pas la révéler. Oui. Et le fait de ne pas la révéler ne vous absout pas de condamnation. De peine, oui. Et après, quand vous allez vouloir prouver, est-ce que vous étiez sur le front? Là encore, je préfère qu'on lance un appel dans le sens de la formation que les journalistes reçoivent chez nous aussi. Est-ce que nous avons des journalistes de guerre? Est-ce que nous avons des journalistes spécialistes de ce genre de questions? Comme ça, si vous êtes spécialiste d'une question donnée, quand vous parlez, parfois les autorités compétentes dans ce domaine vous prennent plus au sérieux parce qu'on sait que lui, là, sur cette question, il est spécialiste et il est plus proche de la réalité. Donc, Monsieur Jules, je pense que ce dont je parlais, est-ce que la RAC a pour vocation d'interdire au point de mettre à mal le travail, le travail. Moi, je pense plutôt que on a dit la RAC doit encadrer. Oui, bon, la RAC doit faire en sorte que chacun s'en tient à ce qui est de façon professionnelle. Je ne vous coupe pas, mais parlant le professionnalisme, la profession des médias. Oui, là, je vous dis, ce dont nous parlons ici. Je vais vous donner un seul exemple de la responsabilité. Je vais vous donner, oui, c'est de ça du professionnalisme. C'est de ça je parle. Vous donnez quelle garantie que le journaliste qui va dire que c'est 5 morts, alors que l'état-major dit c'est 2 morts. Dans le contexte où le Bénin n'était pas habitué. Jusqu'à présent, jusqu'à ce lundi, quel est le communiqué de quelle source de militaires vous avez déjà l'information, le communiqué par rapport à l'attaque du jeudi 19 septembre passé? Non, la police, la direction générale de la police a un service communication, l'état-major général des armées a un service communication et l'armée béninoise, les forces de défense et de sécurité ont communiqué sur ces attaques-là. Et ça largement après. Non, écoutez, même si c'est après, si c'est après, prenez les contacts que les journalistes prennent les contacts de ces dirigeants-là, de ces responsables de la police et de l'armée. Je suis journaliste. Oui. Il y a eu une attaque. Oui. D'accord? Moi qui vous parle, je ne peux pas vous mentir. J'ai eu des informations en off par rapport à ces genres de choses que des amis que j'avais eu parce que ayant travaillé dans le Nord par le passé, qui m'ont envoyé des informations. Des gens qui habitent même les localités où les choses se sont passées. De toutes les façons. Mais si je voulais produire un article, excusez-moi, je prends mon téléphone. J'appelle le chef d'état-major général. Si je suis un journaliste crédible, qui entre-temps n'avait pas encore sorti un communiqué officiel. Il peut me parler. Bien sûr, il parle pas de. En ce moment. Il faut que le journaliste cite. Vous avez lu les articles. Les journalistes n'ont pas dit. Une chose est sûre, après ce communiqué de la RAC, chacun s'en tient
à ça pour ne pas être frappé, comme l'a dit Jules Kitty, parce que on crée aujourd'hui, on crée aussi cette épée de Damoclès sur la ils ont la possibilité rapidement. La RAC s'est adressée aux professionnels des médias, quid de la publication sur le digital, sur les réseaux sociaux. Non, je pense que lorsque la RAC fait son communiqué, les journalistes qui eux-mêmes sont d'abord instruits sur leur propre profession et les règles qui régissent la profession, savent que lorsque on veut leur appliquer, ils savent que sur ces questions-là, ils savent ce que le code de déontologie dit. Ils savent ce que le code de l'information et de la communication dit. Ils savent également ce que le code du numérique dit. Et ils savent également que la même information qu'ils ont pris diffusée... C'est pas que les journalistes qui publient sur le digital. Non, pas du tout. Mais ceux-là aussi, s'ils veulent avoir un communiqué à part, avant de respecter les règles, les tests, eh bien, ils vont avoir des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas dire à la RAC, après, vous n'avez pas sorti communiqué pour nous. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Ce que la RAC dit là, d'accord ? Même si vous avez l'impression que ça a tendance à dire aux gens, écoutez, tant que l'armée ne vous aura pas dit ceci, vous ne pouvez rien publier. Non, je suis journaliste, encore en fonction de là où je suis aujourd'hui, d'accord ? Je prends les forces de défense et de sécurité au mot. Le président de la RAC au mot. J'ai les informations qu'il y a eu attaque. Un journaliste, c'est son carnet d'adresse. Oui. J'appelle le directeur général de la police. J'appelle ses adjoints. J'appelle son porte-parole. J'appelle l'état-major. Je dis, je viens d'avoir telle information. D'accord ? Et je connais la localité, je connais l'heure à laquelle cela s'est passé. Le journaliste devient en ce moment-là l'informateur. Non, vous ne me comprenez pas. Quand vous voulez poser une question, quand vous voulez demander, c'est une technique. Mais parce que juste là, ce que vous faites, je veux savoir. S'il vous plaît, monsieur Jules, juste là, ce que vous faites. Vous n'avez juste là pas encore, selon ce communiqué, le droit de publier quoi que ce soit, bien que vous ayez l'information réelle. Parce que en ce moment-là, parce que vos sources n'auraient pas pondu leur communiqué à eux. Parce qu'il faut s'en tenir à ce qu'ils auront dit. Mais c'est dommage parce que le point métier sur lequel on a traîné des mois pour trop de temps, il ne faut pas qu'on dise des choses qui ne sont pas. C'est la fin du actuel débat de ce lundi. Nous avons reçu Leandre Kitty et Nicolas Sokutin, respectivement consultant médias et journaliste. On va peut-être revenir sur ce... il faut qu'on revienne là-dessus. Blaise de Sacla, tout n'est pas facile dans la profession. Blaise de Sacla, Job Tikpe et Brice Billet vous remercie. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de Actu et Débat jeudi prochain.